En 2014, l'organisation État islamique fait sauter un poste de contrôle à la frontière irako-syrienne. Pour la première fois dans l'histoire du monde arabe, un groupe islamiste terroriste parvient à s'emparer de zones transfrontalières. Ce djihadiste annonce la suppression de la frontière entre la Syrie et l'Irak et l'avènement d'un empire islamique qui mettra fin aux frontières prévues par l'accord Sykes-Picot. Il fait référence au diplomate britannique Sir Mark Sykes et au Français François-Georges Picot. Ces derniers ont négocié en 1916, sur ordre de leur gouvernement, un accord secret prévoyant le démembrement de l'Empire ottoman à la suite de son effondrement au cours de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un plan d'occupation qui prévoit un partage en deux du territoire. Sur la carte résultant de l'accord Sykes-Picot, la Palestine est mise entre parenthèses. Quant à l'Égypte, elle est simplement esquissée, malgré son rôle central dans la naissance de l'islam politique. La ligne de partage va jusqu'à l'est de Kirkouk, en territoire kurde. Le nord revient à la France et le sud à la Grande-Bretagne. Ce n'est que plus tard que les occupants ébaucheront les États arabes que nous connaissons aujourd'hui. L'entrée en jeu des puissances coloniales marque le début d'une longue histoire de l'islam politique et du terrorisme. En 1916, le gouvernement de Londres nourrit des velléités d'expansion territoriale en Arabie, à partir de l'Égypte. Ce pays, qui faisait autrefois partie de l'Empire ottoman, a déjà été conquis par l'Empire britannique avant la Première Guerre mondiale. Ces documents, filmés au début du XXe siècle, sont un témoignage des conquêtes colonialistes. Ce sont des images humiliantes pour les peuples arabes, à qui on a promis l'indépendance après la Première Guerre mondiale. Les chrétiens en uniforme ne sont pas les bienvenus. Pourtant, ils vont occuper la région pendant des décennies. C'est le début de l'histoire de la résistance arabe, du soulèvement armé et du terrorisme islamiste. Le sentiment d'identité a été détruit dans cette région du monde à la fin de la Première Guerre mondiale, à la suite de l'accord Sykes-Picot. La plupart des provinces arabes de l'ancien empire ottoman se sont retrouvées sans État, sans structure capable d'assurer leur cohésion. C'est à ce moment que beaucoup d'Arabes ont commencé à se demander ce qui allait se passer ensuite. Si leur ancien monde s'était écroulé, que leur réservait le nouveau? Après la Première Guerre mondiale, les Égyptiens manifestent pour leur droit à disposer d'eux-mêmes, qui n'est toutefois pas encore reconnu par le droit international. Les États européens ont en effet souvent recours à l'oppression d'autres peuples dans le cadre de leurs relations internationales. Si la résistance s'exprime de manière musclée, elle reste encore relativement pacifique. Mais dans d'autres régions occupées, les insurgés commencent à s'armer. Le gouvernement français est surpris par l'activisme qui se manifeste dans la Syrie occupée. La puissance coloniale doit prendre une décision stratégique, négocier ou faire feu. Elle choisit le recours à la violence. L'insurrection syrienne est matée au début de l'année 1925. Les forces françaises bombardent Damas. Dans les années 20, ce film est projeté dans les cinémas européens. En voyant ces images, les spectateurs réalisent que de nombreux civils ont péri. On estime que les 2 jours de bombardement ont fait plus de 1500 morts. Mais cela ne suffit pas à venir à bout de la résistance.
En Irak, les Britanniques espèrent rétablir la paix en donnant un semblant d'auto-administration au pays. À Londres, on pense que si les Irakiens ont leur propre souverain, ils cesseront l'insurrection. Mais ce n'est qu'un vœu pieux. En effet, le roi irakien n'est qu'une marionnette mise en place par les Britanniques. Il s'agit de Faisal II, âgé d'à peine 6 ans, donnant ici la main à son oncle et à un officier britannique. Les occupants britanniques traitent les Irakiens comme des enfants mineurs. Ici non plus, les chrétiens en uniforme ne sont pas les bienvenus. Les combattants de la liberté irakiens se montrent très pugnaces. Dans les deux camps, les affrontements ont fait de nombreuses victimes. Les insurgés peaufinent leurs tactiques. Ils tentent de détruire les lignes de ravitaillement britanniques, comme ce barrage, sur l'Euphrate. À l'issue des combats, les prisonniers arabes sont affectés à sa réparation. Comme lors de la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient sera entraîné dans le second conflit mondial, qui était à l'origine européen. Français et Britanniques combattent ensemble l'Allemagne nazie, qui a pu étendre son influence en Syrie. Les troupes victorieuses françaises et britanniques entrent dans Damas. Elles sont accueillies en libératrices, mais très vite, elles sont loin de se comporter comme telles. Elles commencent à vouloir occidentaliser les Arabes, qu'elles considèrent comme peu civilisés. C'est toute la contradiction ou le paradoxe de l'arrivée de la modernité dans ces sociétés, dans un moment qui, par ailleurs, se veut colonial. Autre notion très importante, c'est la notion d'occupation. Cette modernisation, elle se fait dans un cadre d'occupation étrangère. C'est l'origine des mouvements qu'on a dit islamistes, l'islam politique, qui va être une réaction à la fois religieuse contre le sécularisme, contre la laïcité, qui devient le credo d'un certain nombre de gouvernements mis en place par les puissances mandataires, contre, évidemment, une réaction identitaire aussi, contre la présence étrangère, la présence européenne, et une réaction politique, évidemment. Ces femmes syriennes ont été filmées dans une installation militaire britannique. Tout y est occidentalisé. Vêtements, coiffures et exercices de gymnastique. Ces images d'archives sont totalement inédites. Si elles semblent anodines, elles véhiculent néanmoins un message fort. Celui d'une femme arabe en apparence libérée et qui ne porte pas de voile. Dans le discours colonial, le voile représente l'infériorité de la religion islamique. Il est utilisé pour illustrer l'oppression fondamentale dont la femme est victime dans l'islam. Le foulard est le symbole de cette oppression. En même temps, ceux qui ont plaidé avec tant de force contre le voile, par exemple en Algérie ou en Syrie, n'étaient pas forcément les plus ardents défenseurs du féminisme dans leur pays, en France ou en Grande-Bretagne. Ces images montrent des soldats occidentaux envahissant le site archéologique de Palmyre. Ils se considèrent comme des missionnaires au service d'une culture prétendument dominante. Il s'agit à l'évidence d'une mise en scène pour les besoins de ce film, lui aussi inédit. Ce document exceptionnel illustre manifestement l'arrogance occidentale. West and East came together in Egypt when President Roosevelt and Mr. Churchill, on their way home from Yalta, met in new conferences. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les peuples arabes espèrent voir le monde occidental mettre un terme à sa politique d'oppression. C'était en tout cas la promesse faite par les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Toutefois, le Moyen-Orient revêt une importance telle, de par sa richesse pétrolière, qu'il devient un enjeu géopolitique majeur. Lors d'une session de l'Organisation des Nations Unies en 1946, la délégation irakienne demande poliment que l'article 1 de la Charte des Nations Unies, celui qui reconnaît aux peuples le droit à disposer d'eux-mêmes, soit appliqué aussi aux peuples arabes. C'est le principe fondateur de l'ONU, adopté en réaction aux affres de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, à l'époque, il ne s'applique pas aux peuples arabes. Cette demande, visant à mettre un terme à la domination britannique, a un retentissement particulièrement fort à Londres. En Palestine, la puissance coloniale est en effet assise sur une poudrière. Les Britanniques sont considérés comme des occupants, non seulement par les Arabes, mais aussi par les Juifs. En 1947, l'organisation terroriste juive Irgun dynamite un train dans le sud de la Palestine. Les militants juifs veulent que les Britanniques quittent le territoire. Ils exigent par ailleurs la création d'un État indépendant. Les Arabes réclament eux aussi l'abandon du mandat britannique sur la Palestine. Adopte une résolution approuvant le plan de partage de la Palestine, qui prévoit la création d'un État juif et d'un État arabe. Cette résolution provoquera 3 guerres entre Israël et les pays arabes, ainsi que de nombreux soulèvements. Le partage a été réalisé grâce à la présence indésirable de la puissance britannique impériale, sans la consultation ou le consentement des populations concernées. Pour les Palestiniens et pour les autres peuples arabes, c'était le comble de l'injustice. Tandis que la lutte menée pour la création d'un État juif s'achève, les Arabes entament de leur côté un autre combat pour récupérer leur territoire perdu. Les nationalistes comme les islamistes considèrent que la création d'Israël, c'est aussi une perpétuation du moment colonial. Ils vont qualifier Israël d'entité coloniale. Tout cela va être vécu sur le mode de l'humiliation. Et c'est très important, cette idée d'humiliation, parce que je pense qu'on est véritablement dans la notion, dans l'idée, dans le registre d'une culture des humiliés. À la suite du plan de partage de la Palestine, de violents affrontements éclatent dans les rues entre les communautés arabes et juives. Le conflit prend de plus en plus une dimension religieuse. Alors que les nationalistes arabes ont des revendications purement territoriales, les islamistes considèrent ce conflit comme un combat des religions. Les Arabes militants appellent à la guerre sainte contre les Juifs. En 1948, une violente explosion à la voiture piégée a lieu devant l'agence juive à Jérusalem. Cette organisation encourage les Juifs du monde entier à venir s'installer en Israël. Du point de vue arabe, il s'agit d'une véritable arme démographique dont l'existence constitue une nouvelle provocation. La Grande-Bretagne peut de moins en moins justifier son engagement militaire au Moyen-Orient. Primo, la résistance s'accroît, et secondo, les actions militaires visant à enrayer les insurrections coûtent de plus en plus cher. Cairo's historic citadel was the scene of the first step in our evacuation of Egypt. L'armée britannique fête symboliquement son retrait du Caire, la capitale de l'Égypte. Le commandement de l'armée égyptienne va désormais succéder aux Britanniques. Epilogue to a chapter of empire building, with Egyptian Army Staff Chief Ferry Katala Pasha stepping into our shoes. Ce retrait est purement symbolique. Les soldats britanniques sont en fait transférés et affectés à la surveillance du canal de Suez. Cette voie d'eau, l'une des plus importantes au niveau mondial, reste sous contrôle britannique, tout comme les revenus qu'elle rapporte. L'indépendance de l'Égypte est donc toute relative.
L'opposition juge inacceptable ce pillage des plus importantes sources de revenus nationales. Le gouvernement égyptien, dirigé par le Premier ministre Noukrachi Pacha, est quant à lui favorable aux Britanniques. Mais à Ismaïlia, près du canal de Suez, un instituteur nommé Hassan al-Banna n'entend pas se soumettre à la domination étrangère. Au lieu d'un royaume issu du démembrement prévu par les Britanniques, il prône la création d'un État islamique. Hassan al-Banna est le père de l'islamisme, du moins l'un de ses principaux pères fondateurs. L'idée d'un État et d'une société islamique existait déjà, donc il n'était pas le seul à prôner cette idéologie. Mais grâce à son charisme, il était à même de se l'attribuer. Il a ensuite fondé les Frères musulmans, une association très hiérarchisée qui s'est diffusée très vite au niveau international, en créant des filiales dans d'autres pays arabes. Au bout du compte, dans les décennies qui ont suivi, elle est devenue la plus importante organisation islamiste. Les Égyptiens n'ont pas l'intention de se soumettre à l'hégémonie britannique. Dans la rue, la colère gronde et la contestation prend une ampleur inattendue. On ne peut plus parler d'une simple révolte de minorités radicales. Parmi les insurgés se trouvent des musulmans, des chrétiens et des associations professionnelles qui représentent un large échantillon de la société. Les Britanniques, alors qu'ils espéraient briser l'opposition par la force, ne font qu'attiser la résistance. Ils associent cette résistance à une activité terroriste. Le long du canal de Suez, les attentats se multiplient contre les soldats de la couronne. Les Égyptiens considèrent le canal comme leur propriété et n'ont pas l'intention de laisser les occupants agir en profiteurs. Les troupes britanniques prennent d'assaut la ville d'Ismaïlia en déployant une forte puissance de feu. Mais cette fois, les Britanniques ne peuvent pas affirmer que seuls des terroristes s'opposent à eux, car les forces de police égyptiennes participent aussi à l'insurrection. Comme souvent dans l'histoire, les victimes sont érigées en icônes de la résistance. Ici, les nombreux policiers égyptiens morts au cours des affrontements sont fêtés en héros. Le moment est historique. Au Caire, la révolution est en marche. L'armée fomente un coup d'État et prend le pouvoir. Ces chars d'assaut défilant dans les rues ont aujourd'hui une apparence martiale et menaçante et semblent annonciateurs d'une période sombre. Mais à l'époque, la plupart des Égyptiens voient les choses tout à fait autrement. Les militaires de nos armées étaient recrutés dans toutes les catégories professionnelles, dans toutes les couches sociales. En ce sens, ils représentaient la volonté nationale et l'esprit du peuple, plus que toute autre organisation. La révolution égyptienne de 1952 offre à l'Union soviétique l'occasion de s'affirmer comme la puissance anticoloniale par excellence. Ainsi, elle fournit à l'armée putschiste les armes qui permettront aux généraux de se maintenir au pouvoir. Le coup d'État annonce un changement d'époque. Avec la fin du protectorat britannique, les troupes de la couronne doivent quitter le pays. L'homme fort du nouveau régime est le général Nasser. Cette fête de la Révolution marque une étape politique importante. Parmi les invités se trouvent des officiers soviétiques aux grandes dames des frères musulmans. Les soviétiques étant marxistes, ils sont laïcs, donc ennemis de l'islam. Le 26 octobre 1954, on fête à Alexandrie le retrait d'Égypte des troupes britanniques. Le discours du général Nasser est retransmis à la radio. Soudain, un homme sort un pistolet, vise le général et fait feu. Il tire 8 balles mais manque sa cible. Les coups de feu déclenchent une vague de panique.
Malgré l'affolement général, Nasser garde son sang-froid et poursuit son discours par ces mots. « Gamal Abdel Nasser est vivant. Des traîtres ont essayé de me tuer, de m'ôter la vie, une vie que je sacrifie pour vous. » Le coupable, Mohamed Abdel Latif, est condamné à mort. Les juges ont découvert qu'il est membre des Frères musulmans. Pour le tribunal, cette tentative d'attentat prouve que la confrérie a bien l'intention d'instaurer un État islamiste en faisant régner la terreur. Les Frères musulmans sont poursuivis en justice et condamnés les uns après les autres à de lourdes peines d'emprisonnement. Beaucoup finissent pendus. Leur espoir d'entrer dans l'histoire comme martyr ne sera pas réalisé. Car de son vivant déjà, Gamal Abdel Nasser devient une légende nationale. Après son élection triomphale à la tête du pays, il réalise un coup d'éclat en nationalisant le canal de Suez, chasse les troupes britanniques du pays et libère l'Égypte des griffes du colonialisme. Le peuple le célèbre comme un héros qui arme le pays et le modernise avec l'appui de l'URSS. L'intervention soviétique constitue un signal d'alarme pour les États-Unis, qui s'étaient jusqu'alors tenus plutôt à l'écart du Moyen-Orient. On est en pleine guerre froide. Les États-Unis ne veulent pas assister, impassibles, à l'éviction des puissances occidentales françaises et britanniques par l'URSS, qui ambitionne d'étendre ainsi sa sphère d'influence au Moyen-Orient. Bientôt, les États-Unis nouent de nouvelles alliances grâce aux ventes d'armes. Les premières livraisons américaines au Moyen-Orient sont destinées à l'armée jordanienne ainsi qu'à l'Arabie saoudite. Le rapprochement avec ces pays arabes doit compenser la perte de l'Égypte, pays d'une grande importance géostratégique, au profit des communistes. Du point de vue des islamistes, ce sont deux nouvelles puissances étrangères qui succèdent aux anciennes puissances coloniales. C'est le début de la course aux armements. À Moscou, le gouvernement communiste applique la règle d'or de la guerre froide, l'expansion territoriale à tout prix. Nikita Khrouchtchev, alors premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS, se rend en voyage officiel en Égypte. Il y est accueilli à bras ouverts. L'Union soviétique ne livre pas seulement des armes à l'Égypte, mais aussi à la Syrie, à l'Irak et à la Libye. Avec l'appui militaire de Khrouchtchev, l'Égypte de Nasser se hisse au rang de grande puissance régionale. Cela aura des conséquences sur la politique extérieure du pays, tout comme sur la politique intérieure. L'entrée de l'armée sur la scène politique, avec les révolutions qu'a connues la région dans les années 1950 et 60, a été l'une des évolutions les plus persistantes et dangereuses pour les libertés politiques. Les historiens parlent des années de l'entre-deux-guerres comme d'une époque libérale, car il y avait dans toutes les colonies un pluralisme politique et des élections. Puis les militaires sont arrivés au pouvoir. Leur culture était aux antipodes du libéralisme. Les militaires jugent naturel qu'on obéisse aux ordres. Ils ont transposé cette mentalité à la politique. Par conséquent, ceux qui ne se sont pas adaptés au système ont été jetés en prison. Un des principaux opposants au régime de Nasser est accusé de complot contre l'État. Il s'agit de Sayed Qutb. Il a développé une pensée révolutionnaire qui s'éloigne du courant principal des Frères musulmans, fondé par Hassan al-Banna. Condamné à mort, il est pendu en 1966. Mais son idéologie lui survit et il devient un modèle pour des générations d'islamistes. Notamment pour Ahmad Yassine, chef des Frères musulmans dans la bande de Gaza et fondateur du Hamas, et pour Abdullah Azzam, un des chefs des Frères musulmans en Jordanie, qui influencera le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, d'un point de vue idéologique et l'accompagnera en Afghanistan. Le stratège d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, trouvera lui aussi en Sayed Qutb un maître à penser.
La liste des islamistes qui se sont inspirés de Sayyid Qutb est longue. Sa doctrine révolutionnaire est notamment mise en œuvre en Syrie. Au milieu des années 60, le gouvernement syrien est mis à rude épreuve. Dans les souks des grandes villes, les marchands entament une grève de 3 jours. Ce n'est pas la première fois que les frères musulmans organisent à Hama une manifestation contre le gouvernement militaire laïque. Cette fois, les marchands se joignent à la manifestation et se mettent en grève. Le gouvernement parvient à briser ce soulèvement par la force. Les frères musulmans changent alors de tactique. Ils commettent un attentat contre l'école militaire d'Alep pour toucher le cœur même de la relève du régime militaire. Une 60aine de cadets sont tués. Les frères musulmans n'assassinent pas seulement des soldats, mais aussi des fonctionnaires et des hommes politiques. Le nombre de leurs victimes est tenu secret par le gouvernement syrien, de peur que leur ampleur ne mette en lumière ses faiblesses. On estime que dans les années 70, les islamistes ont tué plusieurs centaines de représentants de l'État syrien. Pourtant, le régime militaire serre les rangs sous l'autorité d'Hafez el-Assad et résiste. Pendant ce temps, en Iran, la révolution est en marche. Étudiants, intellectuels et ouvriers manifestent avec les marchands des souks contre le Shah. Le mouvement gagne quasiment toutes les couches de la société. Les révolutionnaires, qui considèrent le Shah comme une marionnette de l'Occident, parviennent finalement à renverser le régime autoritaire. Les Iraniens ripostent avec l'ayatollah Khomeini et sa vision d'un État islamique chiite qui marque les esprits des islamistes sunnites. L'islam politique exerçait déjà un pouvoir d'attraction assez grand dans le monde arabe. Quand les islamistes qui avaient combattu des régimes laïques nationaux en Égypte, en Syrie ou dans la péninsule arabe ont vu le peuple musulman renverser un autocrate aussi bien implanté que le Shah d'Iran, ils s'en sont inspirés. Peu après la révolution iranienne, des centaines de militants saoudiens et non saoudiens prennent d'assaut la grande mosquée de la Mecque. Ces extrémistes sunnites veulent renverser la maison royale saoudienne. Ils prennent en otage des milliers de pèlerins et en tuent plusieurs centaines. Le gouvernement saoudien a diffusé ces images seulement après la libération des otages. Pour la maison royale, gardienne des lieux saints, la prise de la mosquée de la Mecque est un constat d'échec de la politique de sécurité. Le groupe terroriste de Juhayman, responsable des faits, s'est inspiré de l'idéologie révolutionnaire des frères musulmans et l'a importée en Arabie saoudite. En Égypte, le gouvernement pense que sa sécurité est préservée sous la présidence d'Anwar el-Sadat. Celui-ci est à la tête d'une des plus grandes armées du Moyen-Orient. Il admet même le retour au pays des islamistes exilés sous la présidence de son prédécesseur et tolère, dans une certaine mesure, l'expression de l'idéologie des frères musulmans. Une tolérance qui sera lourde de conséquences. En 1981, au Caire, dans des circonstances qui restent inexpliquées, des militants islamistes parviennent à se mêler aux soldats au cours d'un défilé militaire. Ils sautent d'un camion et tirent à bout portant sur la tribune officielle. Le président Sadat meurt sous une pluie de balles. Après l'attentat, la police et les services secrets répriment avec la plus grande fermeté les frères musulmans et d'autres groupes islamistes. En Syrie,
Le président Hafez el-Assad tente de légitimer son pouvoir auprès de ses partisans en organisant de grands rassemblements populaires. Il est soumis à une pression croissante. En effet, au début des années 80, les frères musulmans le défient à nouveau. Hafez el-Assad est de confession alévite. Il est aussi socialiste de par son appartenance au parti baassiste. Et enfin laïque, donc favorable à la séparation de la religion et de la politique. Ce sont 3 péchés mortels aux yeux des frères musulmans, qui vont fomenter un attentat contre le chef d'État auquel il échappe de peu. À Hama, les frères musulmans déclenchent un brasier. En 1982, les forces syriennes répriment l'insurrection de Hama avec une rare violence. Le massacre se déroule à l'abri de tout regard extérieur et aucune image n'est diffusée hors du pays. La répression fait plusieurs dizaines de milliers de victimes. Les services secrets syriens tentent par tous les moyens d'anéantir les frères musulmans. Vu la pression toujours plus forte exercée contre les islamistes dans leur patrie, certains délocalisent le djihad à l'étranger. Parmi eux, un certain Oussama Ben Laden, qui lutte contre l'occupant soviétique en Afghanistan. Sa principale source de financement est la Maison royale saoudienne. Celle-ci ne réalise pas que les militants risquent à tout moment de rentrer au pays. Oussama Ben Laden et son complice Azam organisent la résistance arabe contre les soviétiques en Afghanistan. Azam devient l'une des figures majeures de l'islamisme militant. Premier théoricien du djihad mondial, il prépare le terrain pour les attentats du 11 septembre 2001. Parmi les compagnons d'armes d'Oussama Ben Laden, un autre individu est tristement célèbre, Moussab al-Zarqawi, le fondateur d'Al-Qaïda en Irak. Ce groupe préfigure la future organisation État islamique. En 1989, les troupes soviétiques se retirent d'Afghanistan. La guerre froide touche à sa fin. Les Afghans sortent vainqueurs du conflit et les militants islamistes retournent dans leur patrie pour y poursuivre le djihad. L'histoire du Moyen-Orient, marquée par une série de secousses géopolitiques. En 1990, les troupes irakiennes envahissent le Koweït. Le dictateur Saddam Hussein accuse le Koweït de voler le pétrole irakien. Il avance des revendications territoriales, affirmant que le Koweït est une province irakienne. Il pense par ailleurs qu'à l'issue de la guerre froide, il est peu probable qu'une superpuissance s'immisce dans le conflit. La fin de la guerre froide a mis un terme à la rivalité entre les superpuissances. Mais le monde arabe s'est trouvé confronté pendant un temps à l'unique domination américaine. Les États-Unis pouvaient désormais agir sans que l'Union soviétique les empêche de prendre des mesures extrêmes. L'Irak, un des alliés les plus proches de l'Union soviétique depuis la guerre froide, était désormais à la merci d'une coalition menée par les États-Unis. À Washington, le gouvernement estime que Saddam Hussein a franchi la ligne rouge en envahissant le Koweït. Le golfe Persique est la région du monde la plus riche en pétrole. Il y règne une instabilité qui entraîne une crise économique au niveau mondial, et Washington y voit une menace contre les intérêts américains. Sous la présidence de George Bush, le gouvernement américain déploie 500 000 soldats en Arabie Saoudite qui abritent les lieux saints de Médine et de la Mecque. Pour les islamistes, ce déploiement s'apparente à une invasion apocalyptique de mécréants. Le Koweït voit en l'intervention américaine une libération. Les islamistes, en revanche, la considèrent comme un constat d'échec des États arabes, incapables de résoudre eux-mêmes les conflits survenant sur leur territoire. De plus, l'Occident donne l'impression d'entrer en guerre pour préserver des intérêts pétroliers et non pour défendre les droits de l'homme. Cette impression se confirmera quelques mois plus tard. En 1991, les Algériens ont pour la première fois le droit de voter librement à l'occasion des élections législatives. Le FIS, Front islamique de salut, remporte le premier tour haut la main.
L'armée intervient alors pour empêcher la tenue du deuxième tour. Les islamistes invitent l'Occident, par le biais des médias, à soutenir le processus démocratique. En vain. Manifestement, le droit à des élections libres pèse moins dans la balance que les intérêts pétroliers. L'Algérie plonge alors dans une terrible guerre civile. Dans les années 90, l'Égypte est confrontée elle aussi à une vague de terrorisme islamiste. L'année 1993 est particulièrement sanglante. Bon nombre d'islamistes sont traduits en justice. Pour justifier leurs actes terroristes, ils invoquent la volonté d'instaurer un État islamique, un califat. Malgré des sanctions draconiennes et une présence policière renforcée, les terroristes continuent à frapper. En novembre 1993, le Premier ministre égyptien échappe de peu à un attentat. La bombe a été déclenchée devant une école. Comme les islamistes n'obtiennent toujours pas l'État qu'ils revendiquent, l'escalade de violence se poursuit. Ils s'en prennent désormais aux touristes. Dans les années 90, le gouvernement égyptien lutte contre le terrorisme non seulement sur le plan de la politique de sécurité, mais aussi sur le plan idéologique. À cette fin, il travaille en concertation avec l'université Azhar, une institution sunnite majeure du monde islamique. Le but est d'apaiser les extrémistes par le recours à une vision particulièrement conservatrice de l'islam, imposée par l'État. L'enseignement de l'université Azhar ne différait pas vraiment de la pensée des djihadistes ou de celle des frères musulmans. La seule différence entre l'idéologie des maîtres de conférences et celle d'individus comme Ayman al-Zawahiri était que les universitaires ne s'opposaient pas de manière révolutionnaire au régime en place. Le régime avait besoin d'un islam intolérant et passéiste, qui bridait la liberté de penser, car cela cadrait parfaitement avec une dictature comme celle d'Hosni Moubarak, où les citoyens libres penseurs et les religions tolérantes n'étaient pas les bienvenus. Cette tactique d'apaisement ne donne pas les résultats attendus. Les terroristes continuent de frapper, cette fois-ci en plein centre du Caire. À la suite de l'attentat de Luxor, où 58 touristes ont trouvé la mort, l'État durcit la répression contre les groupes islamistes. Et le gouvernement du président Moubarak parviendra pratiquement à éradiquer le terrorisme. Pourtant, à la fin des années 90, l'idéologie radicale sommeille encore dans les esprits islamistes et n'attend qu'une occasion pour être ravivée. En 2002, le gouvernement de Washington est de plus en plus persuadé qu'il faut achever l'action engagée en 1991 en renversant cette fois le dictateur irakien Saddam Hussein. Ce renversement supprime un facteur d'instabilité géopolitique dans la région, mais il en crée un autre. En effet, aux yeux des islamistes, ce sont à nouveau des chrétiens en uniforme qui envahissent un pays arabe, comme l'ont fait en leur temps les puissances coloniales françaises et britanniques. En ce sens, ils estiment que les États-Unis s'inscrivent dans la lignée de la politique d'occupation esquissée par l'accord Sykes-Picot. L'heure est venue pour Al-Qaïda d'entrer en scène. Le chef d'Al-Qaïda en Irak, Moussab al-Zarqawi, entend instaurer un État islamique. Les chiites dissidents constituent d'après lui l'obstacle majeur à ce projet sunnite. En 2004, à Kerbala, des pèlerins chiites sont justement victimes d'un attentat que l'on attribue à al-Zarqawi. Ce dernier avait déjà prévu l'établissement d'un État islamique en Irak avant l'arrivée des forces américaines. Après la mort d'al-Zarqawi, son successeur étend ses activités et fait d'Al-Qaïda en Irak l'État islamique en Irak. C'est une ébauche du groupe État islamique
qui verra le jour quelques années après. Avec l'appui de tribus sunnites, l'armée américaine parvient à réduire presque à néant le groupe État islamique en Irak. En 2011, les Américains quittent l'Irak. C'est alors que l'histoire du monde arabe prend un tournant tout à fait inattendu. La place Tahrir, au Caire, est le symbole par excellence du printemps arabe. En 2011, les Égyptiens font tomber le mur de la peur et exigent la démission du président Moubarak. De violents affrontements ont lieu, faisant plus de 800 morts. En février, l'armée renverse Hosni Moubarak. Cette image de la chute brutale d'un despote ébranle les dictateurs du Moyen-Orient. Lors des élections présidentielles de 2012, Mohamed Morsi, candidat des Frères musulmans, parvient à s'imposer. Après 80 ans passés dans l'opposition, la confrérie accède au pouvoir et place ses membres aux postes clés des ministères. Elle impose à la va-vite une constitution imprégnée des valeurs de l'islam et tente de rééduquer la société. De nouveaux grands mouvements contestataires ont lieu en Égypte. Le peuple réclame le départ de Mohamed Morsi, mais celui-ci s'y refuse. Il est finalement destitué par un coup d'État. L'armée reprend le pouvoir en la personne de son homme fort, le général Al-Sisi. La confrérie est dissoute en tant qu'association terroriste. Nombre de ses membres sont condamnés à mort ou à de lourdes peines de prison. Des dizaines de milliers d'entre eux finissent derrière les barreaux. Beaucoup d'islamistes entrent alors dans la clandestinité. En 2013, le ministre de l'Intérieur échappe de peu à un attentat. En octobre 2015, un avion de ligne russe s'écrase dans la péninsule du Sinaï, faisant 224 morts. La branche égyptienne du groupe État islamique affirme être responsable du crash. La guerre contre le terrorisme en Égypte prend une ampleur considérable. Les islamistes tuent des centaines de policiers et de soldats après la chute du président Morsi. Dans sa lutte permanente contre le terrorisme, l'État réduit également au silence de nombreux activistes du printemps arabe. Les activistes n'avaient pas prévu qu'en renversant l'autocratie en place depuis plusieurs décennies, sans parvenir à la remplacer par un nouveau système de gouvernement capable de maintenir l'ordre, ils ne créeraient pas un nouvel ordre politique, mais un vide politique. Comme il n'y avait pas de système pour remplacer l'autocratie, la région s'est trouvée confrontée à une vacance de pouvoir, où la force l'a emporté sur le droit. En Syrie, les rassemblements populaires sont au départ plutôt pacifiques. Les manifestants n'ont pas d'espoir démesuré. Ils ne réclament pas le départ du président Bachar el-Assad, mais un changement de système, c'est-à-dire moins de corruption et de népotisme, et plus de transparence. En guise de réponse, Bachar el-Assad envoie ses chars dans les villes où ont lieu les manifestations. L'opposition prend alors les armes. Le conflit connaît une escalade rapide. La guerre civile offre un champ de bataille idéal aux islamistes militants. Le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, combat en Syrie pour instaurer un califat. Abu Bakr al-Baghdadi, chef de l'organisation État islamique en Irak, fait de ce groupe
l'État islamique en Irak et au Levant. En 2014, il proclame la création d'un califat. Il entend renouer avec le califat historique et l'âge d'or qu'a connu le monde arabe jusqu'au XIIIe siècle. L'organisation État islamique dirigée par al-Baghdadi est aujourd'hui l'organisation terroriste la plus puissante et la plus dangereuse au monde. Les terroristes du califat autoproclamé s'emparent de vastes territoires en Syrie et en Irak. L'organisation terroriste État islamique attire des dizaines de milliers de combattants en leur faisant miroiter une promesse de salut. Donc on arrive peu à peu à l'idée de se venger de tout cet héritage, de cette humiliation qui s'est perpétuée au fur et à mesure du temps, en revenant à ce qui est considéré comme le modèle par excellence, c'est-à-dire le califat. Revenir à l'islam des origines, qui est évidemment dans l'esprit d'un certain nombre de musulmans et puis de courants islamistes, qui est considéré comme l'âge d'or de l'islam et puis l'âge d'or de ces peuples, et qui mettra fin à la domination. Grâce aux armes lourdes dérobées à l'armée irakienne, les terroristes concrétisent leur vision d'une société exclusivement sunnite. En 2014, ils veulent exterminer la minorité des yézidis en Irak. Certains qui ont pu fuir dans les montagnes du Sinjar seront sauvés par des combattants kurdes. Les femmes yézidis tombées aux mains de l'État islamique seront réduites à l'esclavage sexuel et les hommes en âge de combattre seront exécutés. Dans leur folie religieuse, les terroristes pensent pouvoir défier l'ensemble des puissances terrestres. L'islamisme militant intervient le plus souvent non pas comme une action, mais comme une réaction face à un événement. À mon sens, une intervention au niveau international et au niveau régional exacerbe les réactions des islamistes militants. Plus on entre en conflit avec eux, plus cela correspond à leur vision du monde. Quoi qu'il en soit, les États-Unis n'ont pas l'intention d'assister sans réagir à la progression terroriste. Ils dirigent une coalition internationale anti-djihadiste en Syrie et en Irak. Les États européens s'engagent eux aussi dans la guerre en participant aux frappes aériennes. La France intensifie son engagement militaire après les attentats survenus à Paris en 2015. Quant au président américain Barack Obama, il enterre la doctrine de son prédécesseur, qui prônait un changement de régime au Moyen-Orient au profit de la démocratie. La priorité est à présent donnée à l'endiguement du terrorisme de l'organisation État islamique. Non seulement parce qu'on a cette résignation du côté des grandes puissances, qui ne veulent qu'une chose, c'est la stabilité, à tout prix. Parce que, évidemment, ces conflits nous touchent aujourd'hui au premier plan, à travers les attentats dans nos sociétés. Et tout cela va se faire au prix de la liberté, de l'émancipation, de la démocratie qu'on avait promise aux Irakiens, qu'on avait promise à d'autres. Par ailleurs, un autre acteur se jette dans la bataille, peu réputé pour son respect des droits démocratiques. La Russie, qui entend reconquérir son rang de grande puissance, soutient le gouvernement syrien de Bachar el-Assad. Avec l'appui des forces aériennes russes, le régime syrien parviendra à se stabiliser et à reconquérir des territoires aux mains des rebelles et des terroristes. Le conflit dégénère en guerre par procuration. La Russie soutient le régime syrien, les États du Golfe appuient les groupes islamistes. Quant à la coalition internationale, elle soutient l'opposition dite modérée. Au fil du temps, le véritable enjeu du conflit va sembler passer à l'arrière-plan.
Au cours des dernières décennies, les dirigeants arabes n'ont pas réussi à assécher le terreau sur lequel prospèrent les extrémistes. Ce terreau est alimenté par la mauvaise gouvernance, la corruption, les violences et tortures policières et le chômage. Au cours des dernières décennies, il s'est avéré que les dictatures ne garantissaient pas la stabilité. Au contraire, elles étaient indirectement responsables de l'entrée en scène des extrémistes en tant que nouveaux protagonistes. Le résultat de cette situation est désastreux. L'organisation État islamique prend le contrôle de vastes zones en Syrie et en Irak, détruisant l'unité de ces deux États. Au bout d'un an à peine, les terroristes sunnites sont aux portes de Bagdad avant de subir de nouvelles défaites. Les anciennes frontières établies par l'accord Sykes-Picot semblent bien loin. Les Kurdes réclament la création de leur propre État. Les sunnites des zones contrôlées par l'État islamique demandent l'autonomie. Ces revendications mettent en évidence qu'il sera compliqué, voire impossible, de concilier l'inconciliable.